سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ مستوى الثانية إعدادي مسار دولي، مرحبا بكم مجددا في هذا الفيديو الذي سأتناول فيه درس الأجهزة البصرية. Dans cette vidéo, on va traiter les instruments d'optique, la loupe et l'œil. On va commencer par la loupe. Définition d'une loupe. La loupe est une lentille convergente, souvent B convexe. Pour fonctionner en loupe, il faut placer l'objet entre le foyer principal, objet et la lentille. C'est-à-dire, il faut que la lentille nous donne une image virtuelle, agrandie et droite, c'est-à-dire non renversée. La construction géométrique de l'image. On va montrer géométriquement que si on place un objet entre le foyer objet de la lentille et la lentille, que son image est virtuelle, agrandie et droite. On prend une lentille convergente, on place un objet lumineux, dans ce cas une fleur, entre le foyer objet principal et la lentille, c'est-à-dire à une distance inférieure à la distance focale. À partir des rayons lumineux particuliers, on arrive à construire l'image de la fleur, puisque dans ce cas, les rayons émergents s'écartent. Donc c'est pour cela qu'il faut tracer les prolongements de ces rayons pour trouver la position de l'image virtuelle. L'image obtenue est virtuelle, grande par rapport à l'objet. Il est vu de côté de F'. En plus, tous les rayons lumineux issus de l'objet traversent L, s'écartent et leur prolongement nous donne l'image. Si on rapproche l'objet de la lentille, l'image de cet objet se rapproche aussi et sa taille diminue, mais toujours plus grande que celle de l'objet. Si on voit une petite fleur sans utiliser de loupe, l'œil est à une distance de cette fleur. Il la voit sous un angle alpha, qu'on appelle le diamètre apparent de la fleur. Si par exemple on éloigne l'œil de la fleur, l'angle avec lequel va voir la fleur va diminuer, c'est-à-dire que le diamètre apparent de la fleur diminue si la distance entre la fleur et l'œil augmente, et vice-versa. Maintenant, si l'œil voit la fleur à travers la lentille, c'est-à-dire à travers la loupe, dans ce cas, il faut que l'objet, c'est-à-dire la fleur, se trouve à une distance inférieure à la distance focale. Dans ce cas, une image virtuelle se forme qui est grande, droite, c'est-à-dire non renversée. Dans ce cas, l'œil ne voit pas la fleur, il voit son image virtuelle agrandie et droite, sous un angle alpha' qui est supérieur à alpha. Donc alpha' est appelé le diamètre apparent de l'image. On a dit que alpha c'est le diamètre apparent de l'objet, alpha' le diamètre apparent de l'image. Si maintenant on divise alpha' par alpha, c'est-à-dire on divise le diamètre apparent de l'image par le diamètre apparent de l'objet, on trouve ce qu'on appelle le grossissement de la loupe. Le grossissement de la loupe, c'est-à-dire le nombre de fois que la loupe grossit l'objet. On en déduit donc que la loupe remplace l'observation directe de l'objet sous un angle petit alpha avec l'observation de son image virtuelle sous un angle plus grand alpha'. Et on appelle grossissement d'une loupe le rapport du diamètre apparent de l'image au diamètre apparent de l'objet observé à l'œil nu. On écrit G est égal à alpha' sur alpha. Avec alpha' c'est le diamètre apparent de l'image, alpha le diamètre apparent de l'objet, et G c'est le grossissement de la loupe. C'est une grandeur sans unité, car c'est un rapport entre deux grandeurs de même unité. L'unité se simplifie.
si alpha' est plus grand 4 fois que alpha, c'est-à-dire que G est égal à 4. On dit que la loupe grossit 4 fois l'objet. On passe maintenant à l'œil. La description de l'œil. L'œil est un système optique convergent très compliqué. C'est l'organe de la vision. Il obéit aux ordres de cerveau. L'œil est une chambre noire. On trouve dans sa face antérieure, voilà, la pupille qui joue le rôle d'un stinopé pour la chambre noire. Et dans sa face postérieure, la face postérieure, on trouve ce qu'on appelle la rétine qui joue le rôle d'écran. La pupille joue le rôle d'une fenêtre qui laisse passer les rayons lumineux venant des objets qui nous entourent. Donc la pupille est délimitée par l'iris. Le diamètre d'ouverture de la pupille varie en fonction de la luminosité du milieu extérieur. Elle est largement ouverte la nuit, pupille en pleine obscurité, ou dans une pièce sombre, son diamètre atteint 8 mm. En plein soleil, la pupille diminue et atteint un diamètre qui est minimal. Il est égal à peu près de millimètres. On a dit que l'œil aussi comporte un cristallin. Le cristallin joue le rôle d'une lentille convergente. Donc c'est une lentille biconvexe, donc convergente. Mais sa distance focale change, sa vergence aussi, car sa forme change. Donc la forme du cristallin change en fonction de la distance qui sépare l'œil de l'objet observé. Contrairement à une lentille vitreuse, c'est-à-dire lentille en verre. La lentille en verre a une forme propre, c'est-à-dire qu'elle ne change pas, une vergence et une distance focale. Le cristallin aussi partage le globe oculaire de l'œil. Voilà, c'est le globe oculaire de l'œil. Il le partage en deux chambres. Une chambre antérieure et une chambre postérieure. La chambre antérieure est remplie d'un liquide qu'on appelle l'humeur aqueuse. La deuxième chambre contient un corps qui est entre liquide et solide. Il tend vers les solides, c'est-à-dire il est visqueux, ce qu'on appelle l'humeur vitrie. Dans la chambre postérieure, la chambre 1 et la chambre 2. Donc la chambre 1 contient l'humeur aqueuse, la chambre 2 contient l'humeur vitrie, comme du verre, sont des milieux transparents, les deux. La cornée avec l'humeur aqueuse, voilà la cornée. Donc c'est la partie bombée de l'œil, ou bien la partie gonflée de l'œil. La cornée plus l'humeur aqueuse a une forme d'une lentille convergente, c'est-à-dire un centre épais et les bords minces. La cornée avec l'humeur aqueuse constitue un système optique, ou bien un ensemble qui est transparent, sphérique, forme de lentille convergente, qui converge aussi les rayons incidents issus d'un objet observé. La rétine. La rétine contient aussi des cellules visuelles sensibles à la lumière et communique avec le cerveau par les fibres du nerf optique. Donc la rétine est en communication avec le cerveau par ce qu'on appelle le nerf optique. Les cellules qu'on trouve dans la rétine transforment les informations que portent les rayons lumineux issus des objets qui nous entourent en un message nerveux transmis par le nerf optique vers le cerveau, qui joue le rôle d'unité centrale pour un ordinateur. Donc c'est lui qui traite les informations reçues pour dire que l'objet observé est insolide ou bien liquide, que l'objet observé est au repos ou bien au mouvement, que l'objet observé aussi
il est proche ou bien loin, que l'objet observé est sphérique ou cubique, ou bien il a une forme quelconque. Par exemple, si l'objet observé est un homme ou bien une femme, un garçon ou bien une fille, etc. La modélisation de l'œil. Les 4 milieux transparents de l'œil sont la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, l'humeur vitrie. Ces 4 milieux se comportent pratiquement comme une lentille mince convergente, distante de 15 mm de la rétine. Le modèle de l'œil est le suivant. C'est ce qu'on appelle le modèle réduit de l'œil, ou bien l'œil réduit. Donc on appelle le modèle de l'œil réduit. L'œil réduit donc a un centre de symétrie, appelé son centre optique, et un axe de symétrie, appelé aussi axe optique principal. Récapitulons, on va faire comparaison entre l'œil réel et l'œil réduit. Pour l'œil réel, l'iris, et pour l'œil réduit, le diaphragme joue le rôle de l'iris. Pour l'œil réduit, l'ouverture joue le rôle de la pupille. Pour l'œil réduit, la lentille joue le rôle du cristallin. Et pour l'écran, il joue le rôle de la rétine. On passe maintenant aux conditions de visibilité d'un objet par l'œil. Un objet n'est vu nettement que si son image se forme sur la rétine. C'est-à-dire que si l'image de l'objet observé se forme hors de la rétine, la vision de cet objet sera floue. Donc c'est pour cela il faut que l'objet satisfait aux conditions suivantes. La première condition, l'objet soit éclairé et doit être situé au voisinage de l'axe optique principal de l'œil. La deuxième condition, c'est que le diamètre apparent de l'objet alpha soit faible. Pour que l'œil voit cet objet tout entier. Si par exemple, nous ne voyons pas la tour de 300 mètres de hauteur tout entier si nous sommes proches d'elle, on voit tout simplement une partie de cette tour. Le diamètre apparent alpha de cette tour, dans ce cas, est grand. Pour la voir tout entier, il faut s'éloigner d'elle pour que son diamètre apparent soit faible. C'est-à-dire pour que l'angle alpha avec lequel on va voir cette tour sera faible. La troisième condition, c'est que la distance entre l'objet et l'œil doit être supérieure à la distance minimale de vision distincte. C'est ce qu'on va traiter après. Pour un œil normal, sans aucune maladie, on distingue 3 zones. La première zone, à gauche, l'œil voit les objets qui se trouvent dans cette zone sans aucun effort, c'est-à-dire sans que son cristallin change de forme. Dans ce cas, on dit que l'œil est au repos. Et on dit aussi que l'œil voit les objets nettement dans cette zone sans accommodation. Dans la deuxième zone qui est au milieu, l'œil voit les objets mais avec accommodation. Ça veut dire quoi? Que le cristallin se bombe de plus en plus lorsque l'objet se rapproche de l'œil. Cela est dû à son élasticité, car le cristallin est élastique, pour que l'image de l'objet se forme toujours dans la rétine et que la vision reste nette. Voilà la photo qui nous montre comment le cristallin change de forme avec le rapprochement de l'objet vers l'œil. Donc si l'objet est placé dans ce point, la divergence de cristallin est minimale. Et si on rapproche l'objet de l'œil, le cristallin se bombe ou bien se gonfle de plus en plus jusqu'à atteindre une limite dans ce point. Donc ce point est appelé le punctum proximum de l'œil, noté PP, le punctum proximum de l'œil. Donc c'est le dernier point qu'on peut voir nettement avec une accommodation maximale.
L'autre point est appelé le punctum remotum de l'œil, PR. Donc c'est le point qu'on peut voir avec un cristallin de vergence minimale. Donc entre les deux points PP et PR, la vision est nette, mais avec accommodation. De PR jusqu'à l'infini, l'œil voit les objets sans accommodation, sans aucun effort. La troisième zone, qui se situe entre PP et l'œil. La vision est floue et la distance qui sépare ce point proximum de l'œil est appelée la distance minimale du vision distincte, qu'on note dm. Cette distance dm augmente avec l'âge, du fait de la diminution progressive de l'élasticité du cristallin. Chez l'enfant, cette distance varie entre 7 et 8 cm. Vers l'âge de 30 ans, cette distance est égale à 15 cm. Vers l'âge de 40 ans, dm est égal à 25 cm. Pour une valeur supérieure, dm supérieure à 25 cm, la personne a besoin de lunettes pour lire un livre ou bien lire un message SMS. On dit que la personne est presbyte. Pour un œil normal, on distingue trois zones. Une zone de vision nette sans accommodation, au-delà de PR, quelques mètres. Une deuxième zone entre PP et PR, où la vision est aussi nette, mais avec accommodation. Une troisième zone entre PP et l'œil, où la vision est floue. On en déduit encore que le punctum proximum de l'œil, le PP, c'est le point de l'axe optique que l'œil voit nettement en accommodant au maximum. Et le punctum remotum PR, c'est un point de l'axe optique que l'œil voit nettement avec une vergence minimale du cristallin. Dans cette dernière partie, on va traiter quelques défauts de l'œil. On va commencer tout d'abord par la myopie. L'œil myope est trop convergent, même lorsqu'il est au repos. Il ne peut donc voir nettement les objets éloignés, puisque leurs images se forment avant la rétine. Donc pour un objet lointain, son image se forme avant la rétine. L'œil, dans ce cas, le voit flou. Pour un objet proche de cet œil myope, il le voit nettement avec accommodation, parce que son image se forme sur la rétine. Pour corriger donc cette anomalie, on place devant cet œil une lentille divergente pour diminuer un peu la vergence du cristallin de cet œil. Voir la figure ci-dessous. Pour un œil myope, l'image, dans ce cas de la pomme, se forme avant la rétine. La vision donc est floue. Après la correction, c'est-à-dire pour corriger cette anomalie, on doit introduire une lentille divergente, c'est-à-dire la placer devant l'œil. Dans ce cas, l'image de la pomme se forme sur la rétine et la vision devient nette. On peut réaliser l'expérience suivante pour mieux comprendre. Dans cette expérience, on va travailler avec un objet qui est éloigné, c'est-à-dire que les rayons lumineux provenant de cet objet seront parallèles. On commence tout d'abord par un œil qui est normal. L'image de l'objet se forme dans la rétine. Dans ce cas, l'œil voit l'objet clair, c'est-à-dire il a une vision qui est nette. Même lorsque l'objet est à une distance qui est supérieure à la distance dm, la distance minimale de vision distincte, l'œil voit nettement l'objet, sans ou avec accommodation. Maintenant, si on a un œil qui est myope. Qu'est-ce que ça veut dire un œil myope? Un œil myope, c'est-à-dire que son œil dans le cristallin est plus bombé que celui d'un œil normal. Donc, il nous donne une image avant la rétine. Comme vous voyez ici, que l'image se forme avant la rétine et que l'image est floue. C'est-à-dire que cet œil myope voit cet objet flou. Donc pour que cet œil voit nettement l'objet, il faut placer devant elle une lentille divergente qui va diminuer la vergence du cristallin
puisqu'on a dit que le cristallin, il est plus bombé, c'est-à-dire plus convergent. Donc il faut diminuer la convergence de ce cristallin avec une lentille divergente qu'on doit placer devant l'œil et ensuite ramener cette image à la rétine. Et lorsque l'image se forme dans la rétine, l'œil voit cette image nette. Donc on va prendre une lentille divergente. Voilà. Donc si on utilise une lentille divergente, l'image se forme dans la rétine. Donc voilà l'image, elle est devenue claire. Pour la deuxième anomalie, ou bien le deuxième défaut, c'est l'hypermétropie. L'œil hypermétrope est moins convergent, même lorsqu'il est au repos. Il ne peut donc voir nettement les objets proches, puisque leurs images se forment après la rétine. Il voit nettement les objets lointains. Pour un objet proche, son image se forme après la rétine. L'œil hypermétrope le voit flou. Pour un objet lointain, son image se forme sur la rétine, avec accommodation. Pour corriger cette anomalie, on place devant cet œil une lentille convergente pour augmenter un peu la vergence du cristallin de cet œil. Voir figure ci-dessous. Donc pour les objets qui sont proches d'un œil hypermétrope, leurs images se forment derrière la rétine. La vision dans ce cas est floue. Donc pour corriger cette anomalie, on doit placer une lentille convergente devant cet œil. L'image dans ce cas se forme sur la rétine et la vision devient nette. On peut réaliser l'expérience suivante pour mieux comprendre. Maintenant, si l'œil est hypermétrope. Hypermétrope, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cristallin de cet œil est moins bombé, c'est-à-dire moins convergent par rapport au cristallin d'un œil qui est normal. Dans ce cas, l'image se forme derrière la rétine. Et la vision dans ce cas est floue. C'est-à-dire que l'œil ne voit pas clairement cet objet. Donc pour rendre cette vision claire, il faut dans ce cas utiliser une lentille convergente. Puisqu'on a dit que le cristallin est moins bombé par rapport à celui d'un œil normal, moins bombé ça veut dire moins convergent. Donc il faut augmenter la convergence de ce cristallin avec une lentille convergente. Si on utilise une lentille convergente, donc les rayons se coupent ou bien se rencontrent dans la rétine, c'est-à-dire que l'image de cet objet se forme dans la rétine. Et donc la vision devient nette. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine, Inch'Allah.